Quel avenir pour Poutine? Rien n'est écrit, mais tout est possible. C'est une façon de dire que c'est difficile sans doute de prévoir à court terme et même à moyen terme ce que va faire Poutine. Mais ça nous intéresse d'avoir votre avis, puisque la fragilité apparente du numéro 1 du Kremlin aiguise les appétits. Alors je voudrais qu'on regarde, tiens voilà, ceux qui grattent à la porte. Si vous me passez l'expression. On a mis d'un côté les faucons, donc nous avons Medvedev, Kirienko, qui est chef de cabinet de Poutine, Vyacheslav, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, Volodine, qui est président de la Douma, donc le Parlement russe. Et puis à droite, ceux qu'on range dans la catégorie des modérés, Mishustin, c'est le Premier ministre, et Sobyanin, le maire de Moscou. Voilà les 5 hommes sur lesquels il y a des supputations, voilà, effectivement, ils grenouilleraient pour succéder à Poutine. Mais d'abord, Hélène Carrère d'Ancos, on va éliminer certaines pistes. Est-ce que de guerre lasse, c'est le cas de le dire, Poutine pourrait démissionner, estimant qu'il a échoué? Il est très douteux qu'il démissionne. D'abord, ce n'est pas dans les usages des gens qui ont été élevés dans la logique du système soviétique. Bon, Boris Eltsine est parti de son plein gré, mais il était très malade et c'était le bout du parcours. Et il avait des garanties, je dirais, sur son avenir. Mais je crois que non, ça me paraîtrait douteux que Poutine démissionne tel qu'on le connaît. Cela dit, il ne faut tout de même pas oublier qu'il est inattendu parce que s'être lancé dans cette guerre alors qu'il n'avait aucune raison de le faire et toutes les raisons de ne pas le faire, et d'une façon aussi légère, ça pose beaucoup de problèmes. Par conséquent, parfois, il agit d'une façon qu'on n'attend pas. Je dirais que ceux qui attendaient ça, c'était... Ou alors, ils savaient pourquoi, et ça supposerait qu'il a été provoqué. Ça, c'est une autre question. Je dirais que l'histoire nous apprendra peut-être beaucoup sur les raisons pour lesquelles il est intervenu. Moi, je suis très prudente là-dessus. Parce que vous soupçonnez quoi qu'on n'a pas vraiment mis en lumière? Je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose que nous ne savons pas. Je suis convaincue qu'un jour, nous en saurons plus. Mais ça, c'est laissons de côté. Il est clair, si vous voulez, que démissionner, ce n'est pas son genre, jusqu'à nouvel ordre. Cela dit, alors, je suis très frappée par votre tableau parce que ça me rappelle l'époque de la kremlinologie et nous ne sommes pas dans la même époque. Nous ne sommes pas dans la même époque et nous raisonnons, je crois, à tort. Parce qu'à l'époque de la kremlinologie, à l'époque de l'URSS, il y avait des structures. Il y avait une verticale du pouvoir, il n'y a pas de doute, mais en même temps, il y avait des véritables structures, le comité central, le politburo, etc., à l'intérieur desquelles la lutte existait et pouvait s'organiser. C'est-à-dire qu'on pouvait un peu imaginer les choses. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a démis Khrouchtchev en 1964. Ça a été un complot. L'organisation d'un complot aujourd'hui, il n'y a pas d'organe à l'intérieur desquels elle peut se faire. Ça se passera tout à fait autrement. Et nous avons comme ça des gens que vous présentez. Je dois dire que ça m'amuse beaucoup parce que Medvedev, faucon, Medvedev a été, je dirais, l'ouverture libérale que l'on a espérée à un moment donné. Ce garçon s'est complètement déconsidéré par des propos insensés depuis le début de l'opération d'Ukraine. Il ne représente plus rien. C'est ça. Et vous dites Medvedev, en fait, c'est plus rien. Non, mais si vous voulez, je crois que tout ça... Mais même les autres? Ce ne sont pas des personnalités remarquables. Honnêtement soit dit, ce ne sont pas les gens qui fascinent les Russes. Ça nous fascine, nous, parce qu'on se dit, ah ben voilà, on peut identifier ça. Le maire de Moscou, il ne joue pas un rôle considérable. Enfin, c'était... Tout ça, c'est une... On raisonne avec des critères qui sont dépassés. C'est pas comme ça, probablement, que les choses se passeront. Elles se passeront d'une façon que nous ne prévoyons pas. Il est possible, si Poutine continue comme ça, il y a tout de même, je dirais, un mécontentement, il n'y a pas de doute. Enfin, et l'armée, c'est pas seulement les espèces de va-nu-pieds qu'on a embauchés pour l'Ukraine qui font n'importe quoi. Enfin, ces gens, c'est absolument extravagant. Il y a une vraie armée qui n'est pas contente, pour qui ce déshonneur est insupportable. Il y a toute une
classe économique, les oligarques, ce ne sont pas non plus des gens qui... Il y en a quelques-uns qui existent, qui sont des grandes personnalités, hein, et des personnalités remarquables. Il y a tout de même dans les régions des grands gouverneurs. La Russie a un personnel tout de même. Il faut se dire que c'est beaucoup plus compliqué d'où viendra le coup. Mais il est certain qu'il y a, je dirais, une frustration d'un certain nombre de groupes à l'intérieur de la Russie, que la société russe n'est pas du tout cette société avachie qui dit bravo, bravo. C'est plus compliqué que ça. D'abord, elle sait ce qui se passe, vous comprenez. Quand on nous montre les émissions officielles de la télévision russe en disant « Ah là là, qu'est-ce que les gens voient, par quoi ils sont formés ?» Ils ne sont pas fous, ils regardent ça, ils savent très bien, ils s'en fichent complètement. Ils regardent ça, ils écoutent et ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Oui, la société russe, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les gens au fin fond de la province sont souvent, il y a toujours une élite aussi au fin fond de la province. Mais justement, on a beaucoup parlé de cette pétition qui a été signée et initiée par des élus de Saint-Pétersbourg. Mais je voudrais me poser une question là-dessus, parce que Saint-Pétersbourg, ça n'est pas Moscou, et certains disent, oui, alors il y a un début de front des élus, mais Saint-Pétersbourg, c'est trop loin de Moscou, et tant que ça n'atteint pas vraiment des organes décisionnaires de Moscou, ça n'a aucune valeur. Est-ce que pour vous, c'est plus significatif que ça? C'est pas si simple que ça. D'abord, Saint-Pétersbourg et Moscou, ce sont les deux grands centres intellectuels, je dirais, historiques du pays. Bon, ça compte. Et de toute façon, quelles que soient les voix qui se fassent entendre, c'est significatif. Il ne faut pas, absolument. C'est significatif quand ce sont des voix qui portent un discours tout à fait différent du discours officiel. Il ne faut pas le négliger. Nous avons tendance à croire que ce sont des petits députés ou d'anciens des élus locaux et que par conséquent, ça ne compte pas. C'est important. Le pays est à l'affût de beaucoup de choses. Il faut le savoir. Alors, je voudrais dire une chose tout de suite. La Russie, ce n'est pas la France. C'est un pays immense, divers. Il y a une centaine de nationalités. Hein. C'est fondamental. Les gens ne réagissent pas tous d'un seul coup pareil. Il n'y a pas une opinion publique. Tout ça est très différencié. L'espace, l'immensité fait que tout est plus lent, tout est plus différent. Il faut se dire que les choses ne se passent pas immédiatement. Alors c'est vrai que nous, avec nos grilles de lecture, on a tendance à dire Poutine est assiégé, il a perdu une partie du territoire, 8000 km², il y a des contestataires, il est aux abois. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, je ne pense pas qu'il soit aux abois. Il gère 3 fronts en même temps, donc c'est compliqué. Évidemment, le front en Ukraine, où ça ne se passe pas très bien. Un front en Russie, qui est encore un peu souterrain, comme le décrivait très bien Mme Karadankovs. C'est pas la révolution. On entend des bruits. La question se posera peut-être à un moment de savoir ce que l'appareil répressif qui est bien en place et qui fonctionne très bien, à quel moment peut-il être éventuellement débordé, mais on en est assez loin. Et le 3e front, c'est le front international, c'est nous, les Occidentaux, l'aide apportée à l'Ukraine, comment affaiblir nos démocraties, nos économies, notre appareil industriel via l'énergie, etc. Donc il se base sur ces 3 fronts. Les gens dont vous avez montré le portrait, quoi qu'il arrive, ce ne sont que des marionnettes, potentiellement, d'acteurs plus puissants qui sont derrière. Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'uniforme sur ces 5 personnes. Or, qu'est-ce qui peut se passer dans le pouvoir russe ? Et je pense que Poutine essaye sans doute de doser ses réponses militaires au revers qu'il subit en Ukraine, de manière à s'assurer que l'armée suive. On a parlé ici la dernière fois de la menace nucléaire qu'il a brandie de manière verbale. Je pense que ce n'est pas une décision que Poutine peut prendre facilement, par exemple. La question, c'est est-ce qu'à un certain moment, la superstructure de l'armée qui existe, qui est solide, comme le disait Mme Karadankovs, peut dire Poutine nous met tous en danger, et on va peut-être choisir une de ces marionnettes, à mon sens, de Poutine, et pas de ces civils. Tous ces gens qu'on voit, les gens qui entourent les autocrates. Ce sont des marionnettes, vous dites. D'abord, ce sont des gens serviles, par définition.
Sinon, il ne serait pas là. On n'est pas dans une démocratie la où le servilité président... peut se retourner Exactement, contre celui qu'on quand il sert. pense qu'il est en danger, personnellement. Si ce groupe de gens et ceux sur lesquels il s'appuie derrière, en particulier l'état-major, pensent qu'ils sont eux mis en danger par l'attitude de Poutine, là il peut y avoir peut-être un complot. Ou alors Poutine pour le démettre. peut aussi s'en débarrasser. Mais il peut s'en débarrasser un par un avant. Quand il sent qu'ils sont Absolument. un peu trop gourmands. Absolument. C'est ce que Staline faisait. Oui, tout à fait. En allant chercher vraiment parmi les plus proches parfois, qu'il passait malheureusement à la moulinette, si je puis dire, général. Oui, moi je suis frappé, je rejoins ce qui vient d'être dit, par l'absence répétée de Valéry Gerasimov, le chef des armées russes. L'absence, dites-vous Du général Gerasimov. Mais l'absence de quoi L'absence de... Dans le débat public russe. Dans la proximité de Poutine, alors qu'au début, on le voyait avec le ministre de la Défense, qui est, lui, pour le coup, une sorte de marionnette. Shoigu. Shoigu. Mais Gerasimov est un homme que j'ai côtoyé quand j'étais à l'OTAN, qui est un homme responsable, qui est un homme qui est mesuré. Et il est mis dans l'ombre, mais il n'a pas été totalement écarté, parce qu'il pèse très très lourd à la tête des armées, il est très respecté. Et je pense que pour Poutine, c'est un vrai défi. Alors lui, c'est pas une marionnette. En tout cas, ça ne l'était pas, et je ne pense pas que ça le soit aujourd'hui. C'est peut-être l'élément modérateur qui peut éviter que tout dérape. Il fait partie de la troïka qui, normalement, doit autoriser l'emploi de l'arme nucléaire. Faut-il le rappeler? Il peut jouer ce rôle. C'est à la fois un espoir et une conviction. Je ne pense pas qu'il ait changé profondément. C'était un chef militaire très respectable. On peut fonder quelques espoirs là-dessus. Et puis, le fait que des acteurs externes soient intégrés dans ce conflit n'est certainement pas pour lui plaire beaucoup. Oui, mais j'ai juste envie de vous poser une question rapidement. Il a quand même complètement raté son coup, le général en chef des armées. Pardon ? Si c'est sur lui qu'on doit compter pour assurer l'avenir de la Russie... Le problème des dictateurs, on l'a vu tout au long du XXe siècle, et Hitler en particulier, c'est qu'ils ont tendance à avoir, la plupart du temps, des bons chefs militaires, mais ne pas les écouter. Et fort heureusement, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'Hitler a fait de très grosses erreurs qu'il a payées par la suite, fort heureusement. Et je pense que pour Poutine, il en est de même. Vous pensez que ce n'est pas je suis à peu près certain. Le général en chef je ne vois pas le général Gerasimov lui proposer une stratégie telle qu'elle a été déployée au départ, une stratégie tous azimuts. Il y a des gens qui sont conscients quand même des forces et des limites de l'armée russe. Et le chef d'état-major des armées, en tête, il a côtoyé les pays occidentaux. Il avait les yeux ouverts là-dessus. Je pense que... Guillaume Roquette. Oui, c'est compliqué pour Poutine parce qu'effectivement, c'est important d'avoir l'armée avec lui. Et en même temps, aujourd'hui, le revers, il est militaire. Et donc, il aurait tendance à se défier de cette armée. On se souvient, il y a une dizaine de jours, on a vu revenir à l'antenne Gerasimov et Shoigu au moment de ces manœuvres qui avaient lieu dans l'Est de la Russie, à laquelle participaient des Chinois, d'ailleurs, effectivement. Et le jour même de ces manœuvres, Poutine a fait une déclaration publique pour dire qu'il n'était pas content de son armée. En général, quand un chef de l'État, je parle sous votre contrôle, mon général, mais assiste à des manœuvres, c'est pour féliciter ses troupes. Maintenant, sur le fond, est-ce qu'on imagine Poutine se retirer? Vous vous souvenez qu'en 2020, il a fait voter par référendum un changement de la Constitution pour pouvoir se maintenir jusqu'à 2036. Alors, il y a une élection en 2024, non, déjà? Oui, mais avant, il n'avait pas le droit de faire plus de 2 mandats de suite. Là, il est à vie. Donc, il alternait avec Medvedev, alors que maintenant, il peut. Et puis, toute la psychologie de Poutine, c'est de dire « je suis l'incarnation de la grandeur russe, de son rayonnement, de sa dimension impériale ». Dire d'un seul coup « finalement, ça n'a pas marché, donc je vais m'en aller », c'est... Quel sort l'attendrait s'il vous ne le sentez pas comme ça. Donc la course n'est pas lancée pour vous, Poutine, parce qu'il y a une espèce de fantasme, c'est vrai... une envie des Occidentaux que ça s'arrête et que donc qu'il s'en aille. Non, je crois dès le début de l'opération, que dans la mesure où ça a tourné tout de suite extrêmement mal, parce que je dois dire que le monde entier a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Poutine a cru qu'il se trouvait en 1968, qu'il pouvait, comme à Prague,
promener ses soldats, sortir de sa poche une marionnette et remplacer le président ukrainien, et l'affaire était terminée. Dès le début, tout le monde s'est rendu compte, et les Russes, qui sont tout à fait normaux, ce sont des cerveaux comme les nôtres, ont très bien compris ce qui se passait. Ils ont compris que c'était une erreur magistrale et une improvisation extraordinaire. Et en plus, ils savent très bien pourquoi la guerre, étant donné que Poutine avait tout ce qu'il voulait. Il avait la Crimée, personne ne disait rien. Il avait un conflit qui gênait le président ukrainien, qui paralysait l'Ukraine. Le Donbass, c'était un conflit. C'est une guerre civile qui durait depuis des années. Mais bon, l'Ukraine n'avait aucune possibilité d'action. Et il avait de surcroît la certitude que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Donc, les Russes le savent, tout ça. Donc, si vous voulez, dès le début, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Enfin, il y a eu le sentiment que... Qu'est-ce qu'il a inventé? Et ça tourne extrêmement mal. Le discrédit international de la Russie. Il ne faut pas croire que les Russes y soient indifférents. Pour les Russes, l'ouverture sur le monde, c'était fondamental. Y compris, je dirais, pour les plus attardés. Enfin, ça a été une libération. On rentrait. Et tout d'un coup, ce pays est méprisé par le monde. Vous croyez que ça passe comme ça? Simplement, je dirais, il est clair que moi je pense comme le général que l'armée ne peut pas regarder. L'armée, une fois encore, ce ne sont pas les va-nu-pieds. Ce sont des généraux, ce sont des gens sensés, contents de leur outil, humiliés par l'image que donne cet outil, par une opération insensée qui n'a pas été préparée. Bon. Et pour eux, la question se pose. Et après tout, regardez... La question se pose du maintien de Poutine. La question se pose, mais chaque fois dans l'histoire russe, il y a eu des moments comme ça. Mais il faut du temps, il faut une réflexion. Est-ce qu'on se débarrasse de Poutine ou pas? Et puis monter un complot, c'est pas très simple. Mais on imagine dans une depuis des mois, on sait qu'il y a des milieux où on dit il ne passera pas l'été, etc. Vous savez, c'est pas si... Donc, mais il faut beaucoup plus de temps. Oui. Et d'où ça viendra? Mais je pense en effet que il n'y a pas un politburo pour organiser le remplacement. Il n'y a pas une figure politique. Mais il y a un mécontentement qui bout. Et attendez, une fois encore, quand on verra revenir des cadavres russes et que les familles russes, parce que quand ça sera Alors, les on soldats n'a vu russes qui aucun mort sur le champ de bataille revenir. Les Russes ne l'ont pas venu, ils sont toujours cachés. C'est surtout les autres qu'on a expédiés à la... Oui, toutes les minorités. Oui, mais il faut des troupes maintenant. Mais vous avez vu que même le chef de la milice Wagner, on a eu des images, recrute dans les prisons. On a parlé de recrutement des SDF. Non, oui, mais justement, c'est pas ça qui va émouvoir la société. Ce sont les gamins russes, les vrais gamins russes, comme ça s'est passé en Afghanistan. Ça, quand on les voit revenir, c'est... Là, vous pensez que ça commencera à bouger. Pour l'instant... ça va être une maturation très lente, la montée en puissance de la contestation. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que ça n'est pas... Ça ne se passe pas si simplement, mais qu'il y ait une sorte de mécontentement réel, c'est incontestable. Guillaume Roquette. Oui, c'est sans doute... Pour ça, je repensais à ce que vous disiez à l'instant sur l'acceptation par la population russe de ces morts. Sans doute pour ça que Poutine ne va pas plus loin. Vous avez vu qu'il y a des radicaux autour de lui qui seraient favorables à la mobilisation générale. Mais là, ça supposerait effectivement qu'il y a une conscription généralisée. Et pour le coup, toutes les familles russes seraient touchées par cette guerre. Et là, pour le coup, il pourrait y avoir une opposition beaucoup plus forte contre lui. Et en plus, ça contredirait ce qui est toujours son discours officiel, c'est-à-dire en Ukraine, il n'y a pas de guerre. Il y a une opération spéciale pour dénazifier le pays. Alors, et donc, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mobilisation. Il y a quelques présentateurs, même députés, qui sont aventurés quand même à dire qu'il y avait une guerre. Oui, bien sûr, et qui voudraient même la porter jusqu'à Paris. Donc, ceux-là, ils sont effectivement... Oui, et je ne sais pas s'ils se retrouvaient derrière les barreaux pour autant, d'ailleurs, pour avoir déchiré le voile. Ce qu'il se passe, c'est que cette opération militaire spéciale, qui devait être réglée en 3 jours, en fait, est en train de mettre en danger la Russie elle-même, d'affaiblir la Russie. Oui. Et donc, ça peut venir de la base, ça peut venir des mères de soldats, comme vous le dites très bien, mais ça peut venir aussi du sommet, à partir du moment où ces gens se sentent mis en danger par la façon dont Poutine gouverne. Il y aura un instinct de survie. Quand c'est l'instinct de base incontestable qu'il fait vraiment
une politique toxique pour Oui, l'avenir. c'est pour ça qu'il ne peut pas prendre des mesures extrêmes, y compris sur le front ukrainien, pour essayer de redresser la barre, parce que je pense qu'il il ne doit pas alarmer outre mesure son propre pays, les gens qui l'entourent et le peuple. À moins, Oui. à moins qu'il n'espère, et c'est ce dont on va parler dans quelques minutes, une provocation occidentale très puissante qui lui Qui permette lui permettrait justement de passer à la guerre ouverte. de lancer quoi, une mobilisation générale. On voit ça juste après, parce qu'il y a un avertissement qui a été lancé à Biden. C'est intéressant de